Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, très bon réveil à vous tous. Très heureuse encore une fois de vous retrouver comme chaque dimanche matin avec notre équipe du dimanche matin, les rubriques habituelles du dimanche. Nous sommes donc dimanche, encore une fois, 25 mai. Nous serons ensemble avec Riyad Belkhadim qui est déjà sur place et Amel Aribi qui va nous donner les nouvelles du ciel dans un tout petit moment. Riyad est déjà prêt, il est venu très tôt ce matin, il est venu même avant moi pour nous donner les nouvelles donc, de l'actualité sportive. Et il y en a un, il va nous en dire tout à l'heure un peu plus. Et on va parler aussi de nos autres invités, un designer qui sera sur notre plateau, un designer qui a beaucoup de projets avec l'Algérie, il vient donc de l'étranger, il a eu donc son diplôme à l'étranger, il est natif aussi d'Algérie, de Kolo plus précisément, il nous parlera bien sûr de son interaction avec son pays natal surtout, et puis parler de ses nombreux projets avec l'Algérie, et surtout avec l'urbanisation, et parler de beaux projets avec Akliamouche par exemple, des projets sur le design ici en Algérie. Et puis on aura aussi à recevoir une jeune étudiante qui va nous parler de cette organisation d'un hackathon dans le domaine de la logistique. Elle est là, elle parlera un petit peu donc de cet hackathon, 3 jours consacrés à la logistique. Elle nous en dira plus dans un tout petit moment. Les rubriques habituelles, vous les connaissez à présent, c'est la santé et la nutrition. Aujourd'hui, Ania nous parlera aussi de bien de belles choses concernant la santé et la nutrition. Et puis, bien entendu, nous aurons également Nabil Abeda dans sa rubrique rappelle-moi, les escapades de Nabila, voilà, les périples de Nabila, voilà, c'est le mot que je cherchais, les périples de Nabila dans sa rubrique. Aujourd'hui, elle continuera à nous faire découvrir Ouedzhor et surtout comment manger la sardine. Ouedzhor, vous aimez la sardine, Riyad? À cette heure-ci, de bon matin, il est tôt quand même, mais bon, ouais. j'ai déjà campé au bord de l'eau, 10h, 11h du matin, ça passe. Va. Mais ceux qui aiment la sardine, même quand on leur pose la sardine le matin, ils mangeraient, hein. Oui. Ouais, n'est-ce pas? Oui. Et sinon, aussi, Samira Hadj Ahmar, dans sa rubrique aujourd'hui, nous parlera d'un grand monsieur qui nous a quittés. Il a tiré sa révérence, c'est Mohamed Lakhdar Hamina, Allah yarhamou. Eh bien, elle nous parlera, elle fera un portrait donc, de cette personnalité du cinéma algérien qui nous a quittés, qui a, grâce à lui, donc, a pu faire monter le cinéma algérien très haut avec cette palme d'or historique. Eh bien, voilà, c'est tout le programme qu'on a choisi pour vous. J'espère que vous allez l'apprécier. Et puis, sans plus tarder, je vous laisse en compagnie d'Amal Aribi pour la météo. C'est tout de suite. موبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية. موبيليس معا نصنع المستقبل. Abel, comment ça va? Ça va, chaudement. Après les pluies de ce week-end? Oui, on était gâtés quand même. Ça y est, c'est le soleil qui revient? Eh oui, malheureusement, oui. Par endroit, oui, exactement. Ouais. Donc le BMS, c'est fini, c'est parti. Bon. Exactement. On aura de beaux jours, j'espère. Inch'Allah, pourquoi pas. Allons-y. Bonjour à tous et bon réveil. Eh bien, pour aujourd'hui, Météo Algérie prévoit un ciel généralement dégagé sur pratiquement l'ensemble des régions nord, excepté quelques passages nuageux, mais plus vers les régions côtières et intérieures de l'Est. La moitié sud, rien à signaler. Le ciel restera généralement dégagé, avec toutefois des vents forts du côté de Tindouf, le Sahara central et tout au long des frontières algéro-maliennes qui vont engendrer des montes de sable. Donc, la visibilité risque d'être réduite vers ces régions, donc soyez très très vigilants. Côté température, eh bien, elles vont hausser, mais plus à l'ouest. Le maximum 34 degrés à Rodizane, et oui, 33 à Tlemcen, 32 à Oran, 27 à Alger, Tizi Ouzou, 25 à Annaba, 24 à Guelma et Batna, 23 Constantine, Sétif, Al-Beyad, 22 à Djelfa, au sud 26 degrés seulement à Gardaya, 30 à Biskra, 31 à Béchar, 35 à Ilizi, également du côté d'Adrar, 38 vers Tamanrasset et Janet, 39 Tindouf et 45 à 46 degrés de Borj Bedjmourtar vers Ingezem. La mer, aujourd'hui, eh bien, se montrera peu agitée sur les côtes ouest et centre, agitée sur les côtes est. Des vents faibles jusqu'à 30 km/h sur les côtes ouest et centre, et les vents sont de secteur est, et jusqu'à 40 km/h sur les côtes est, et les vents sont de secteur
nord-ouest. Un petit tour du côté de l'Europe, on aura quelques faibles pluies, plus exactement du côté de Berlin et Paris. Un temps nuageux à Istanbul, également Vienne, plutôt bien ensoleillé, Lisbonne et Madrid, également Moscou. Des pluies assez importantes par contre à Paris, également Kiev. Le mercure, quant à lui, affichera 19 degrés à Londres, 14 à Berlin, 17 à Vienne, 18 à Kiev, 25 à Istanbul, également Rome, Lisbonne. Du côté de Paris, eh bien, on relèvera 21 degrés et le maximum cette fois-ci à Madrid avec 28 degrés. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure juste après le journal télévisé de midi. D'ici là, passez une très très bonne matinée avec la suite des programmes sur Bonjour d'Algérie. À tout à l'heure. موبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية. موبيليس معا نصنع المستقبل. Voilà, merci beaucoup Amel. Vous savez tout sur les nouvelles du ciel, Riyad, c'est bon? En tout cas, moi j'ai retenu qu'il fera très chaud. Voilà, exactement. C'est pour ça que je suis venu tôt aujourd'hui. Je suis venu tellement tôt aujourd'hui que c'est moi qui ai allumé les projos, j'ai nettoyé un petit peu. Il a ouvert le studio aussi. J'ai branché les caméras, j'ai ouvert le studio. Ouais, voilà. C'est ça. C'est à l'heure du matin. Exact. Bon, en tout cas, Amel va suivre votre rubrique aujourd'hui. Pour une fois. Parce qu'elle adore le football, elle aussi. Paraît-il. Le sport, le football. Comme moi. Alors, on va savoir si je suis venu trop tôt pour le jingle. Est-ce qu'il est arrivé le jingle ou pas encore? Allez, on va voir le jingle tout de suite. Et sinon, on va tout de suite parler donc, de votre actualité. Elle se marre. Elle adore le sport. Donc, l'actualité est très riche parce que, bon, il y a eu un match très attendu. Fait, on revient sur l'actualité. On arrive aux fins de saison, donc déjà la Ligue 2 c'est terminé. Vous le savez, on ne va pas remuer le couteau dans la plaie. Oui, bien sûr. Il y en a qui sont montés, il y en a qui ne sont pas montés. Voilà. Donc la Ligue 2 c'est terminé. Ouais. On va voir tout à l'heure la fête à Ben Aknoun, par exemple, qui a accédé, qui est revenu en Ligue 1. Et puis, c'est également les Coupes d'Algérie. Ce week-end, c'était en direct hier sur Canal Algérie, la finale de basket féminin à la Coupe Paul du complexe olympique Mohamed Boudiaf. Et c'est les filles de USND Marine. Alors, pour le basket et pour les filles, on ne dit pas le NED d'USND, mais USND Marine. Ils ont remporté donc cette Coupe d'Algérie Senior Dames en s'imposant. On va voir quelques images. Voilà la fête chez les filles. Score final 45-39. Devant l'USMA d'Alger, et c'est le ministre des Sports, Waïl Sadi, qui a remis les médailles et cette belle Coupe d'Algérie. C'était donc, je le disais, en direct sur Canal Algérie hier avec cette victoire. Les filles du CND décrochent leur 4e coupe après 2016, 2017 et 2019. En l'ouverture, il ne faut pas les oublier. En l'ouverture, il y a eu la finale handisport sur fauteuil. Et c'est Ouelgla qui l'a emporté devant le Mouloudia de Cessna. Je ne connaissais pas, c'est dans la wilaya de Saïda. Voilà donc pour l'ouverture je vais y arriver, de cette finale féminine en attendant la finale des garçons. Très bonne organisation, en tout cas chapeau pour la fédération de basket. Handi-basket, on dit très fort en général. Très fort, et il y a de très grands champions sur fauteuil. Voilà donc pour le basket. Je voulais qu'on ouvre cette page ce matin avec les filles. C'est Mariam qui va être contente. Bravo. Son quartier. Voilà, c'est vrai. Pas qu'elle. Il y a beaucoup d'enfants du Sendé ici, dans la famille de Canal Algérie. Et on va maintenant arriver au football. Ce week-end, il y avait un grand match. Vous le savez, c'était le derby algérois. Parfois, c'est un événement footballistique très important pour la capitale. Le derby, bon, il y a les derbys avec le CRB parfois, mais USMA Mouloudia, c'est un classique parce que c'est le même quartier. Oui. C'est les deux supporters du même quartier. Et cette saison, le derby était important. D'abord, l'USMA devait prendre sa revanche. À l'aller, ils avaient pris un carton, ils avaient pris 3-0. Donc, ils espéraient revenir et prendre leur revanche. En face, le Mouloudia, pour ce match retard, parce que le derby était un match retard, voulait absolument, allez, on va revoir les images, voulait prendre ces 3 points pour se rapprocher du titre. Le Mouloudia est on va dire à 6 points du titre. Et là, avec la victoire d'aujourd'hui, on va voir les premières réactions. Ça, c'est Bangoura, le Guinéen, c'est une petite perle de 20 ans qui n'a pas marqué. Abdellaoui qui rate de la tête.
L'USMA timidement avec son petit prodige, le petit jeune, et qui va tenter une frappe pas croisée. Et puis là, on arrive à la 32e minute de jeu. Regardez, sur le flanc, ce centre qui semble anodin, dégagé, Boraski frappe. Voilà. Ça fait 1-0, ça va suffire pour remporter le derby pour le Mouloudia. Là, ils sont heureux, hein, les Mouloudiens. Ils ont fait la fête toute la nuit, les supporters. Mais pourquoi il est important? D'abord, la suprématie dans la capitale. On se chambre, hein, c'est très bon enfant. Il n'y a jamais eu ni de violence, ni dans ce derby. C'est un derby superbe. On a vu de très belles images entre les deux présidents qui sont rentrés dans les tribunes. On a vu le club honorer deux grandes légendes que sont Batrouni et Boussri juste avant le match. Mais la victoire dans ce derby, vendredi, c'est une victoire qui rapproche le Mouloudia du titre, qui éloigne la JSK LCRB un peu plus. Et ils espèrent, hein, je peux vous le dire. Hein. Alors on verra. Cet après-midi, il y aura, on va voir la confirmation de la JSK qui se déplace à Magala. La JSK doit absolument gagner si elle veut revenir à 3 points du Mouloudia. Sinon, le Mouloudia fêtera encore plus, peut-être ce titre. Et puis, pour rappel, il y a eu un match également en retard jeudi dernier, le CSC qui concède le nul face au Mouloudia d'Oran, 2 buts partout. C'est plus le Mouloudia qui joue le maintien, le CSC ne joue plus rien dans cette saison. Les Sanafel vont manger leur pain noir, ils ont tout raté. Ou pas. Ou pas. Encore une fois. Alors maintenant, on va finir cette page sportive avec les clubs qui sont heureux. Un grand club est revenu du purgatoire, c'est-à-dire de l'interrégion, l'équivalent de la 3e division, c'est le Wydad de Tlemcen, un grand club qui avait remporté la Coupe d'Algérie il y a quelques années. Le Wydad de Tlemcen, donc, on voit les images. Pour ce dernier match, il a composté son billet pour la Ligue 2 amateur, c'est-à-dire un palier avant l'élite. Le stade était plein. C'est le stade Ahmed Zabana d'Oran que vous voyez dans le groupe Ouest Interrégion, la dernière journée. Là, c'est quelques supporters qui sont contents. Donc, ils ont remporté leur match 5-1 face à la JS Ben Daoud. Ça a suffi pour assurer la montée à la faveur donc de cette victoire et surtout aux dépens d'un autre grand club de l'Ouest qui est l'USM Belabbas. Voilà donc et bravo pour les Tlemceniens qui rejoignent la 2e division comme le MOB Béjaïa dans le groupe centre-est, comme le CRB Adrar dans le groupe sud-ouest et comme Beni Oulben de Skikda dans l'autre groupe est. Il y a 6 clubs qui montent, il reste encore un club qui va jouer sa montée, on verra tout à l'heure, mais bravo donc pour Tlemcen. On va finir avec quelques images, peut-être on va donner le temps à Amina de recaler, on en parlait tout à l'heure avec Yazid, c'est Ben Aknoun, elle aussi, comme Louis Ils ont fait la fête. Ils ont fait la fête, ils ont vu la LNFA, la Ligue nationale amateur, leur offrir le bouclier de champion. Parce que quand on accède, on est champion de la Ligue 2 dans son groupe. Et cette équipe de l'ES Ben Aknoun, championne de Ligue 2 dans le groupe centre-ouest, que ce soit pour les seniors ou pour les réserves, c'est-à-dire les espoirs. Le club algérois, donc on va le voir, a fêté son retour en Ligue 1, Mobilis, avec une saison pleine. Pour le palier inférieur, groupe centre-être, avec plein de péripéties. Voilà donc les joueurs. Ça, c'est le directeur de la jeunesse et des sports de la wilaya d'Alger, entre autres. Et pour ces médailles, Ben Aknoun, jeune club, fondé quand même en 1935, c'est pas rien. Il avait déjà réussi une accession, donc je le disais, en 2023. Il avait remporté le titre de champion de Ligue 2. Cette fois-ci, le club de Ben Aknoun espère ne pas faire l'ascenseur, comme on dit, et redescendre après une saison. Ils ont intérêt à tenir bon. On voit Hachoud, l'ancien joueur du Mouloudia, de Bosch-Barérige notamment, qui va soulever le bouclier de champion. On va terminer donc avec ces images. Belles images. Alors, et là, c'est qui est content? C'est Yazid? Demandez-lui, il est à l'oreillette. Il va être content. Peut-être qu'il y était même. On ne l'a pas vu, il est en costume, béret peut-être. Peut-être. Non, ça m'étonnerait. Il sera avec Dassine plutôt. Voilà. Si au moins lui est content, vous montrez l'année prochaine. Vous. Non, Yazid était au parc zoologique, il était avec Dassine. Je ne ferai pas le rapport entre parc zoologique et football. Là, je ne dis rien. Et je souhaite à tout le monde une excellente journée. Voilà, une belle saison. En tout cas, ça continue. L'actualité sportive continue. Ah oui, il reste. Alors, le week-end prochain, ce sera la finale du play-off de handball à la Salle Harsha, c'est-à-dire les demi-finales et la finale, on connaîtra le champion. Il y a une équipe qui est en pôle, c'est Elbiar.
peut-être El Oued aussi. On vous dira ça le week-end prochain. Il y a la Ligue 1 qui se poursuit parce qu'il y a la course au titre. C'est ça. Et les petits clubs, il y a les derbies aussi, les petits clubs. Et puis bon, il y a l'équipe nationale. Je dis rien, parce que non, il y a l'équipe nationale A-Prime qui va jouer un match le 9 juin. D'accord. Il y a le 5 aussi. Ce sera au stade Tchaker. Et puis le 5... Rwanda. Le 5 face au Rwanda. Et puis on jouera la Suède aussi. On en parlera. On en parlera. Vous y serez peut-être. Probablement. J'aime tellement. Merci beaucoup, Riyad. Bonne journée. Moi, je suis content parce qu'il fera beau. Bonne continuation. Voilà. Et puis, Amel, ça y est, vous avez fait le plein. Vous avez toutes les informations nécessaires pour vous pour aller dans les stades. Oui, pourquoi pas. Allez, on vous laisse repartir tous les deux. On vous dit merci beaucoup avec, bien sûr, ces belles images d'Algérie, d'Alger plutôt. Et on se retrouve juste après. Retour sur le plateau et on l'accueille comme il se doit. C'est un invité qui nous vient donc de l'étranger. Il adore l'Algérie. Il est natif bien sûr d'Algérie. C'est avec lui qu'on aura à discuter et parler de design. Il s'agit de Morad Oural. Bonjour. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Merci pour votre accueil. C'est gentil. Vous êtes toujours heureux de venir en Algérie oui. Quand il s'agit donc de travailler, de voir aussi les amis également. Tout à fait. Vous étiez là, vous me disiez, il y a 2-3 mois. On vient souvent et j'étais là à un super événement qui s'appelle Blue Doors Conference avec un tas de formidables architectes et promoteurs pour parler de l'innovation dans ce domaine. Vous êtes architecte designer? Oui, je suis designer. Designer à la base, vous avez fait vos études à l'étranger, à Amiens, à Paris. Après, j'ai enseigné ailleurs, etc. Mais effectivement, je suis du nord de la France. Et voilà. Vous avez toujours travaillé dans le design. Et vous avez justement évolué pendant plusieurs années dans ce domaine-là. Aujourd'hui, vous avez une nouvelle vision du design dans la vie au quotidien, dans l'urbanisme, dans l'image que voudrait donc avoir une nouvelle ville, par exemple. Tout à fait. Alors déjà, le design, c'est un mot qui revêt énormément de définitions différentes. Mon sujet du design, c'est pas tant de générer du mobilier, et j'ai énormément de respect pour ceux qui le font. D'ailleurs, il y a beaucoup d'Algériens brillants dans ce domaine. Mais moi, mon sujet, c'est comment on voit le projet autrement, le projet d'une ville, le projet d'une entreprise, le projet d'un territoire, et comment on fait pour le designer autrement. Voilà. Voilà. Et aujourd'hui, vous avez un beau projet avec Akli Amrouche, qu'on connaît, qu'on a l'habitude de recevoir sur notre plateau, qui est architecte et qui a aussi qui gère cette revue Vie des villes. Et bien sûr, quand il a cette vision des villes, justement, c'est pour améliorer la vision donc, de nos villes aujourd'hui, le futur de nos villes.
algérienne. Tout à fait. Et j'ai lancé le défi à Akli qui est brillant et extrêmement, je ne sais pas l'énergie d'où il va la chercher, mais on est fiers de lui. Et on a lancé le défi de mettre en place un label sur la valorisation du liège, notamment, du liège algérien, où on est en très bonne place internationale et on estime que ça peut aller encore plus loin. Et notamment de mes origines de Kolo, de l'Est de l'Algérie. Je salue tout le monde et d'ailleurs originaire de Kolo, et ça vous fait plaisir de parler justement de cette valeur précieuse que revêt donc cette ville, le liège, ces forêts de liège qui sont importantes et qui ont une très bonne qualité de liège. Tout à fait. Alors on a Azazga et d'autres coins, mais Kolo avec le petit coin de Télezé qui est très proche et très cher à ma famille puisqu'on est vraiment de là-bas. On aimerait créer de la valorisation, une vraie valorisation de cette matière première, notamment aussi dans l'architecture, dans la manière de construire des bâtiments intelligents. Ça pourrait être des excellents isolants, on l'a vu partout, et pourquoi pas chez nous? Oui, et de le faire d'abord en Algérie aussi, et avoir une valeur d'exportation augmentée. Et ça me paraît absolument important. Je lance donc un message à tous nos industriels pour pouvoir travailler sur cette question. C'est ça, pourquoi pas. Alors nous sommes, vous le disiez, 3e producteur? C'est a priori, à moins que ça n'ait changé, sauf erreur de ma part, on est 3e exportateur mondial. Les premiers sont les Portugais. Je pense qu'on pourrait créer des événements en Algérie sur le liège et on ne serait pas à côté de la plaque. Voilà, par exemple, bien sûr. Alors ça, c'est une idée que vous aimeriez donc développer et voir aboutir surtout. Tout à fait. Mais sinon, vous êtes aujourd'hui dans cette vision qu'on pourrait donner aux villes, et vous y travaillez sincèrement avec beaucoup donc, de cœur pour essayer d'allier notre patrimoine, nos couleurs, notre identité à une ville moderne et ouverte sur le monde surtout. Oui, et cette modernité, on va la puiser tout simplement dans nos racines ancestrales plurimillénaires. Et on se dit, mais comment se fait-il que ce ne soit pas encore fait? On est là pour impulser les choses. Il y a beaucoup d'Algériens qui travaillent sur ces sujets, il ne faut pas croire. Mais peut-être que si cette énergie, on peut la ramener d'ailleurs, ça peut être aussi intéressant. Et nous, moi, en tout cas, je m'y engage à travers une agence que j'installe à Alger. Voilà, c'est vos projets. Alors, vous avez l'intention d'installer une agence et surtout aussi de fonder une école de design. Ah, c'est mon grand rêve. Ça l'a été depuis toujours, transmettre. Alors transmettre ce qu'on a acquis, mais transmettre ce qu'on pourrait avoir vu quelque part en Algérie et qui mériterait d'être mis en valeur. Et cette école, elle aurait un but de design, et j'avoue, je dois le dire, d'excellence, et même monter le niveau, même si on a de très bonnes écoles en Algérie. Et à côté de ça, travailler sur de l'innovation numérique, et que ces deux aspects-là soient vraiment intrinsèquement liés, parce que c'est l'avenir, tout simplement. C'est cela. Alors comment est-ce qu'on arrive à penser de manière architecturale une ville pour la moderniser, pour lui donner un cachet moderne et utile surtout, et intelligent, on va dire aussi. Alors pour ne pas continuer de les citer, mais quand même, parce que je leur rends hommage tout le temps, des Halim Faïdi, Akli Amrouche, Mourad Amadaj, tous ces gens qui nous inspirent beaucoup en Algérie. Le sujet, c'est quoi? C'est de se dire, moi je ne suis pas urbaniste, mais je peux aider à réfléchir à la manière dont on génère de nouveaux services dans la ville. Les services numériques. On parle de Smart City, j'ai un peu de mal avec la ville intelligente. Je préfère le terme de ville intelligible, celle qu'on donne aux gens et dont les gens s'emparent. Et donc le design, il a cette vertu de pouvoir le faire, en tout cas de questionner ces choses-là. Et de travailler sur des services, travailler sur de l'économie. Le design, ça peut être facteur d'économie, des coopératives d'artisanat. Comment on valorise ces coopératives, et travailler sur le fait d'agréger tous ces facteurs, générer de l'économie, c'est très important par le design. Voilà. C'est des exemples que vous avez concrétisés ailleurs? Oui, alors on a travaillé dans différents endroits. Alors générer de l'économie, ça peut être dans le social, travailler à valoriser des déchets, par exemple, du simple carton, à travailler sur du mobilier en carton. Alors, ce n'est pas des choses pérennes, mais la question du liège, elle se pose, la question des matériaux en Algérie. On a un pays avec des matières premières incroyables, on pourrait parfois diversifier leur application sur le terrain et pour l'exportation. Et pour ça, je veux former, j'ai cette prétention et j'espère que je serai suivi. Inch'Allah, bien sûr. De former les designers de demain à produire des choses en Algérie, les dessiner en Algérie et les exporter, et aussi
augmenter la valeur ajoutée de ce qui est utilisé en Algérie. Et bien sûr, travailler sur le durable et le développement durable avec bien sûr ce circuit de recyclage, ce circuit aussi de pouvoir penser intelligemment avec bien sûr travailler sur le social comme vous le disiez tout à l'heure. Ce sont des idées brillantes aujourd'hui qui de plus en plus montent en créneau et surtout voir les jeunes, comment est-ce qu'ils réfléchissent et comment les engager, les inviter à y réfléchir aussi, pareillement avec bien sûr des têtes pensantes. Hein. Vous avez tout dit. Le sujet, c'est d'arriver à impulser des énergies qui seront suivies, transmises, propagées et travailler sur un maillage de personnes qui tiennent ça. Il y a déjà beaucoup de gens qui le font. Encore une fois, on en a rencontré énormément. Ben, on sera une brique supplémentaire. Effectivement, cette école, elle a cette vocation de... Elle pourrait avoir cette vocation, alors je le fais en tout accord avec ce qui existe déjà, de générer de la valeur pour les filières. Aujourd'hui, la question des filières est, alors, à mon sens, pas complètement déployée dans la question du design. Est-ce qu'on ne pourrait pas développer des choses autour de ça? Je pense que la réponse, on l'a déjà, oui, on pourrait développer des choses. Je pense à la question du liège, mais pas que. On a, petit hommage à Zoé Mehdi Hamadash qui monte une entreprise qui s'appelle Zéolite. La zéolite, c'est une pierre, c'est un minéral qu'on trouve en Algérie et qui a des vertus pour le corps et pour l'environnement. C'est des sujets, c'est des choses qu'on pourrait transformer pour générer de la valeur ajoutée. C'est le vrai sujet. En tout cas, moi, en tant que designer et Mourad Oural, surtout, j'ai envie d'agréger toutes ces problématiques pour en générer de la valeur. D'accord. Alors, est-ce que vous avez prospecté sur toute l'Algérie? Parce que l'Algérie, c'est un grand territoire, c'est pratiquement presque un continent. Et si avec toutes ces villes qui sont toutes différentes et toutes à valeur ajoutée, est-ce que vous avez des idées déjà concrètes? Ben, j'ai énormément d'envie, des idées modestement. Le nord, le sud, l'est et l'ouest. Ben, moi, il y a une vraie volonté que j'ai, c'est qu'on ne laisse pas des gens de Djelfa, Timimoun, Ouargla, tout ça, se dire que tout est centralisé. Et j'aimerais vraiment décentraliser, générer de la valeur sur chaque territoire. Alors c'est peut-être un rêve pieux, mais je suis un utopiste et je l'assume totalement. Tant mieux. Et travailler sur des valeurs de la terre, de la couleur de la terre, sur le pisé. Il y a déjà des architectes qui travaillent là-dessus. Je pense à Shafik Gasmi, qui est architecte designer, que vous avez reçu ici, qui travaille sur des projets intéressant sur les kilomètres carrés en pisé dans le sud. Et c'est des vrais sujets. Comment on va... Alors, il faudrait qu'on fasse des treks en groupe dans toute l'Algérie et qu'on génère vraiment ce design, architecture tour de l'Algérie. Ça pourrait être très très bien. Alors, en ce moment, l'Algérie fait l'actualité partout dans le monde. On en parle beaucoup. C'est une attraction touristique. Aujourd'hui, tout le monde voudrait venir visiter l'Algérie. Alors, est-ce que justement, il y a beaucoup de choses à faire pour ce qui est donc de l'attractivité, encore une fois, touristique, puisque vous travaillez sur le design, appelez peut-être à travailler sur l'accueil, les endroits aussi accueillants, design modernisé? Je pense qu'il faut travailler... Sans pour autant perdre le cachet. Hein. Tout à fait. Bah, c'est toute ce qu'on appelle mizan en arabe, l'équilibre entre ce qui a existé et ce qui devrait exister. Travailler sur des choses qui sont intelligentes autour du tourisme, de nouvelles manières d'accueillir et le touriste et l'Algérien en interne pour valoriser des patrimoines locaux, au-delà du fait que ça se fasse déjà dans des souks ou dans des... Le faire de manière autre, le numérique, on générer des plateformes qui existent déjà d'ailleurs, des plateformes sur lesquelles on pourrait vendre des collections de petits producteurs locaux, etc. Ça fait partie aussi de l'organisation qu'on doit mettre en place à un niveau et micro et macro. Ensuite, travailler sur des parcours. La question du parcours, elle est importante. Il y a des agences qui le font. Je cite Ali Kharja. Les parcours touristiques. Hein. Pas que touristiques, mais hybrides, c'est-à-dire touristiques, économiques, de la microéconomie jusqu'à la connaissance de l'histoire. Parce que l'histoire algérienne, est-ce utile de le dire, elle est absolument formidable. Ouais, vaste et formidable. Et à côté de ça, pour finir, peut-être, vous le disiez, valoriser les territoires, marquer les territoires. Alors c'est aussi une capacité, une compétence que j'ai, d'identifier les territoires. On parle d'identité, d'identifier les territoires, de les rendre cohérents par une identité forte, des signalétiques de ville, des accès, etc. Ça, c'est un vrai sujet, je pense. Et parc urbain aussi? Parc urbain, c'est quoi la question de l'espace public? Mais je pense que les urbanistes y pensent déjà beaucoup. Il y a des problématiques existantes liées aux choses qui ont pu être faites, peut-être... Dans la précipitation?
Oui, je ne veux pas les juger parce que je pense que tout le monde a ses raisons. Mais voilà, on peut revoir les choses, on peut les améliorer. Ce n'est pas une fatalité, en tout cas. D'accord. Alors, ce sont de beaux projets que vous essayez donc de mettre en place avec toutes ces équipes qui travaillent, les architectes, et bien sûr, ça va se faire bientôt. Est-ce que si je dis Inch'Allah, c'est à propos. Ouais. En tout cas, on souhaite vraiment s'y atteler. On s'y attelle depuis quelques années. Depuis quelques mois, il y a une accélération grâce à des gens qui sont formidables sur ce territoire et dans ce pays. Et on s'attelle à déjà installer l'agence, commencer à réfléchir avec des partenariats forts, puisque... Des étudiants algériens aussi dans le design. Je vais visiter les Beaux-Arts d'Alger. Je suis honoré d'être accueilli là-bas tout à l'heure. Les pôles, l'école d'architecture et travailler à des synergies fortes. C'est important. On ne réussit pas tout seul, c'est une évidence. D'accord. Eh bien, en tout cas, on vous souhaite bonne chance. Oui. Et puis, on sera appelé à se revoir probablement pour parler, bien sûr, de la concrétisation donc de ces beaux projets, ne serait-ce que déjà pour l'agence. Oui, et tout à pourquoi fait. Pas l'école, Inch'Allah. Tout à fait, Inch'Allah. Et avec grand plaisir pour venir vous en reparler très vite en disant « ça y est, on a lancé l'agence ». Voilà, c'est ça. Eh ben, merci beaucoup. Merci. Je rappelle, Mourad Oural, vous êtes donc designer. En tout cas, on a été ravis de vous recevoir ce matin dans Bonjour d'Algérie, une émission que vous connaissez, que vous avez l'habitude de suivre. Oui, et bon, toute ma famille, je salue toute ma famille qui est en train de regarder, nos amis. C'est une émission de soft power qui est absolument formidable. Eh bien, très bien. Merci beaucoup de le dire. Et puis, bon retour à vous et bonne journée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, on continue notre émission. Je vous invite tout de suite à apprécier cette belle chanson du groupe Day, Ana Jazairi. Cantando en su camino, cantando libertad. أنا جزائري يا أرض الأحرار من داي جيتك جوال نحكي على الحال تبدل الأحوال جيتك نحكي على السلم في كل قطار واش اللي صار في الدارفور وكابول غزة وبغداد سلام نقول سلام عليكم سلام عليكم ناس الحدار سلام عليكم سلام عليكم ناس الحدار سلام عليكم سلام 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 Me gusta cantar, el ritmo de la música me hace soñar, me hace volar, me hace viajar hasta el cielo infinito, lo quiero declarar. أنا جزائري يا أرض الأحرار في بلاد الأحرار والشمس تبان ما نصدوا البيبان وشي اللي كان محكي في القطار ما نساوي الرجال حرية بالنار وحياة الكفاح والسلم في البصار. أنا جزائري يا أرض الأحرار سلام عليكم ناس الحدار سلام عليكم
alaikum salam. C'est une belle chanson qui nous met de bonne humeur ce matin. J'espère que ça a fait l'effet. Avec nos chroniqueurs et invités ce matin, Ania Srir, bonjour. Bonjour Amel. Comment ça va? Ça va, ça va. Santé et nutrition, on est toujours ravis de vous recevoir, comme chaque dimanche matin. On n'est pas seul aujourd'hui, on a notre invitée, une jeune étudiante. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. C'est Mélissa Abdellaoui, marhaba bik. Donc tout d'abord, j'aimerais vous remercier de nous avoir accueillis sur votre plateau et de nous donner vraiment l'occasion de parler de notre club et de notre événement. Eh bien, bienvenue à vous. Et dans un instant, on parlera bien sûr de cet hackathon que vous allez organiser. Et puis, tout de suite, on va suivre un petit peu des questions santé et des conseils santé tout de suite avec Ania. Alors aujourd'hui, Ania, vous avez choisi une thématique particulière. Beaucoup vont se reconnaître dans cette thématique. C'est les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Exactement. Ça s'appelle les MICI. Les MICI. Ouais. C'est une abréviation maladie inflammatoire chronique de l'intestin. Ça regroupe deux pathologies principalement. C'est la maladie de Crohn et le RCH, autrement appelé RCUH, rectocolite ulcéro-hémorragique. Voilà. Et malheureusement, ce sont des maladies presque handicapantes parce que c'est vrai que ça cause beaucoup de désagréments quand on ne prend pas soin un petit peu de son régime alimentaire. C'est une maladie un peu stressante. C'est en fait une maladie du siècle aussi. Hein. De plus en plus, on entend parler de ces maladies. Il y a de plus en plus de cas de MICI, de maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, de ces deux pathologies, que ce soit pour le Crohn ou pour le RCH. D'abord, qu'est-ce que c'est? Comme son nom l'indique, c'est une maladie inflammatoire. Oui. Il y a un dérèglement de la réponse immunitaire qui va donner une inflammation au niveau du tube digestif. Elle est différente lorsqu'on parle de Crohn. La pathologie peut toucher tout le tube digestif à des endroits différents. Ça peut être de la bouche jusqu'à l'anus en passant par tous les segments du tube digestif. Pour la maladie, pour le RCH, la rectocolite hémorragique, il y a plus de saignement, plus d'hémorragie. Elle est différente sur un plan anatomopathologique. On fait d'ailleurs la différence lors d'une biopsie et d'un examen NAPAT, aussi l'aspect endoscopique lorsqu'on fait une fibroscopie. Et pour le RCH, il va toucher que le rectum et une partie du côlon. Il ne touche jamais les autres segments du tube digestif. Mais elles sont, comme vous le dites, toutes deux, tout aussi, on va dire, pénibles. Handicapantes dans certains cas. Dans certains cas, pendant les poussées, elles le sont vraiment. Et surtout, il faut savoir que ça donne pendant les poussées, ça peut vraiment altérer la qualité de vie. Et pourquoi c'est important de parler de ça? Déjà, il y a des prédispositions parfois génétiques. Il y a des facteurs environnementaux, la pollution, mais aussi le stress, aussi l'alimentation. Le stress, comme vous dites, des fois, juste une petite colère ou un moment de stress peut déclencher une poussée chez les personnes qui ont ce type de pathologie. Il y a aussi l'alimentation qui a été mise scientifiquement en cause, c'est-à-dire que le microbiote intestinal, lorsqu'il est déséquilibré, ce qu'on appelle une dysbiose, il va y avoir une forme de décapitation de ce microbiote intestinal, de ces bonnes bactéries. Et ça va déclencher les maladies inflammatoires chroniques. Ça peut aussi déclencher les poussées lorsqu'elles sont déjà là et maintenir cet état inflammatoire. Donc d'ailleurs, les dernières études, les dernières recherches pour la thérapie, car c'est une maladie qui à ce jour ne se traite pas, en tout cas de façon officielle, il n'y a pas de traitement qui est connu. On va juste l'équilibrer pour que ce soit pour que le patient puisse avoir une meilleure qualité de vie et pouvoir gérer les poussées qui vont être sous forme de douleurs chroniques, de diarrhée souvent, de diarrhée impérieuse. Qu'est-ce que le mot impérieuse? C'est des diarrhées que l'on ne va pas pouvoir retenir. Contrôler. C'est-à-dire que c'est pour ça que c'est invalidant, surtout pour les personnes qui travaillent, les personnes qui sont à l'extérieur. Qui sont à l'extérieur, voilà. Il faudrait, des fois, il y a des postes qui sont aménagés pour que la personne puisse, Parce que c'est une maladie qui ne guérit pas finalement. On vit avec. Des poussées rémission. Voilà. C'est des poussées rémission, mais on va quand même donner de l'espoir. Il y a des traitements, qui vont équilibrer, qui sont utilisés, qui sont le malade
la maladie touche souvent les jeunes adultes. Elle peut toucher tous les âges, mais les jeunes adultes. Elle est souvent dépistée par le médecin généraliste, suivie et traitée par le gastro-entérologue. Mais il y a des traitements, des thérapeutiques, des anti-inflammatoires, corticoïdes, immunosuppresseurs en fonction de la gravité qui vont aider à améliorer la qualité de vie, à espacer les poussées déjà, ce qui est important. Et suivre surtout un bon régime Exactement, et suivre un bon régime alimentaire. Parce que ça se verra tout de suite. Déjà, pour ne pas déclencher la pathologie, pour, on va dire, augmenter les chances dans la balance que l'on ne déclenche pas ce type de pathologie, pour avoir un bon microbiote intestinal. Certaines recherches disent que le fait que les enfants, pendant leur enfance, ne soient pas en contact avec des pathogènes, ce n'est pas si bien, finalement. C'est bien de renforcer son système immunitaire. Voilà. L'alimentation, il a été prouvé que certains édulcorants, certains on va dire, produits de l'alimentation industrielle déclenchent cette pathologie en provoquant cette dysbiose, cet déséquilibre du microbiote intestinal. Peut-être certains colorants alimentaires. Exactement, déclenche cette pathologie, en tout cas, y participe si on a déjà une prédisposition qui est génétique. Et d'ailleurs, les dernières thérapeutiques qui sont explorées, c'est celle du microbiote intestinal, celle de rétablir le microbiote intestinal et de le rééquilibrer par des façons plus ou moins spécifique, on va dire. Et pour la nutrition, elle n'est pas que préventive. Lors des poussées, il y a des aliments qu'on doit éviter lorsqu'on a ces deux types de pathologies. C'est les fibres qui sont très bonnes pour la santé, mais qui vont être pour la digestion. Voilà, pour la digestion, mais pendant la poussée, non. Pendant les poussées, c'est-à-dire les diarrhées, les douleurs, les hémorragies, comme dans le RCH, on va éviter ces fibres dures. Pourquoi? Parce qu'elles vont être irritantes pour le tube digestif. C'est-à-dire qu'elles vont plus l'irriter que lui apporter quelque chose de bénéfique, pour vulgariser et simplifier. Tout ce qui est soda, évidemment, tout ce qui est excitant, et tout ce qui est... ça contient des fibres, ça contient des fibres. On va essayer d'éviter tout ce qui est cru et d'aller vers tout ce qui est cuit. Des soupes, des potages, la poussée ne dure pas indéfiniment, c'est quelques jours, de temps en temps ça peut aller jusqu'à quelques semaines. Donc on va essayer de réduire au maximum tout ce qui peut l'irriter, comme les fibres, les légumes crus, les légumineuses, tout ça. C'est très bon pour la santé, mais pas pendant la poussée, lorsqu'on a ces deux types de pathologies, Crohn et RCH. On va beaucoup s'hydrater, car il y a beaucoup de pertes hydriques lors des diarrhées. On va penser à beaucoup s'hydrater, infusion, de l'eau, mais encore une fois, pas d'excitant, on le dira pas assez. Voilà. Et pendant les poussées, c'est différent. Pendant les poussées, pendant la rémission, après les poussées, pendant les périodes de rémission où on va bien, on va réintroduire les aliments qu'on avait écartés. C'est-à-dire, on va réintroduire les fibres doucement, d'abord cuits, ensuite cru, et on va essayer de faire des tests, c'est-à-dire on va réintroduire, on va dire catégorie d'aliments par catégorie d'aliments. On ne va pas reprendre une alimentation diversifiée d'un coup, parce qu'il y a des intolérances. Chaque patient est différent dans les Mickey. Il y a des patients qui vont répondre plus facilement au traitement, d'autres non. Il y a des patients qui vont répondre plus au régime alimentaire, d'autres non. Donc on va réintroduire doucement et voir selon la tolérance. Mais surtout, il faut éviter la malabsorption. Plutôt, la malabsorption va donner des carences. On va essayer d'éviter les carences. Car lorsqu'il y a une malabsorption et des diarrhées, d'ailleurs il y a de la graisse dans les selles, il y a des vitamines qui sont perdues, il y a du gras qui est perdu, il y a très peu d'absorption, et ça peut donner un apport vitaminique. Un apport vitaminique, mais surtout oui, bien sûr, on va apporter du fer, de la vitamine D, de la vitamine B12, du zinc, du magnésium, des micronutriments, en plus des vitamines qui vont être perdus. On peut les apporter soit via une supplémentation, mais aussi via l'alimentation. Donc on va essayer de mettre la lumière, on va mettre le cap sur les antioxydants qui peuvent être très bien, sur une alimentation qu'on appelle anti-inflammatoire. On connaît bien les épices anti-inflammatoires, le gingembre, le curcuma. On va le persil, vitamine C. Oui, on va ajouter tout ce qui est riche en fer, des protéines, des bonnes protéines, les œufs, le poulet, la volaille, les bonnes protéines, le poisson. Il y a des acides gras qui sont essentiels, les oméga 3 notamment, qui sont très importants. Et donc, une assiette méditerranéenne, mais en y allant doucement et en réintroduisant catégorie d'aliments par catégorie d'aliments. La gestion du stress est très importante pour ces maladies-là. On le sait, le côlon, le stress, c'est lié même
pour les Mickey. Parfait. Voilà. Eh ben, en tout cas, vous avez bien résumé la chose. J'espère en tout cas que ceux qui souffrent de cette maladie auront bien sûr eu tous ces conseils, bien sûr, importants à suivre absolument. On commence à connaître un petit peu avec vous tous ces aliments qui sont bons et moins bons pour la santé. Bien sûr, ces antioxydants sont bénéfiques. Merci beaucoup, Ania, pour tous ces conseils. À dimanche prochain, Inch'Allah. Vous allez suivre aussi le débat avec notre invitée, qui, elle, est une jeune étudiante. Vous avez aimé la rubrique? Vous connaissez un petit peu? Beaucoup de choses. Les antioxydants. Très intéressant. Voilà. Alors, vous, c'est la logistique que vous défendez aujourd'hui. Vous êtes venu nous parler un petit peu de cela et de cet hackathon que vous allez organiser très prochainement. Donc, 3 jours, où il va y avoir 4 jours, où il va y avoir donc des étudiants qui vont plancher et qui vont travailler sur cela. Alors vous d'abord, je voulais juste dire que vous êtes une étudiante en 4e année, donc de l'école des statistiques et d'économie appliquée, et vous faites partie d'un club scientifique, oui. C'est cela? Donc c'est Abdelawi Mélissa. Oui, Mélissa Abdelawi, oui. Actuellement 4e année à l'école supérieure de management, mais je fais partie d'un club scientifique à l'école supérieure de statistique. Parfait. Donc je vais essayer d'expliquer brièvement ce que fait notre club. Donc on essaie d'accompagner les étudiants tout au long de leur cursus universitaire en proposant des ateliers, des conférences. On essaie vraiment de les familiariser avec le monde professionnel. Tout à fait, c'est important. Exactement. Donc en général, ce qu'on apprend au niveau des écoles, etc., oui. C'est très théorique. On essaie d'introduire la pratique à travers des compétitions, des ateliers, etc. Voilà. Voilà. Et puis bien sûr, cet hackathon qui aura lieu et qui portera le thème de la logistique. Alors comment est-ce que vous allez faire travailler ces étudiants durant ces 4 jours? Il y aura le premier jour qui sera très important et il va durer très longtemps aussi, des journées bien pleines. Alors, donc le Camp Éco est un événement scientifique qui est axé sur l'entrepreneuriat et l'innovation. Donc pour cette année, ce sera la 7e édition. Donc chaque année, on change de thème. On a déjà fait la fintech, le marketing, le tourisme, etc. Pour cette année, ce sera la logistique. En ce qui concerne la problématique, elle sera beaucoup plus sur la logitech. Donc la logitech, c'est la combinaison entre la technologie et la logistique. On travaille actuellement avec un partenaire qu'on dévoilera très bientôt sur nos réseaux. Vous pouvez nous suivre, Economic Engineers Club, sur Instagram et Facebook. Donc le partenaire va proposer une problématique réelle sur laquelle les participants devront s'affronter pour trouver des solutions. Alors on a pris l'habitude ces dernières années à parler de ces différents hackathons organisés par des clubs scientifiques et qui sont très suivis par des entreprises qui ont des véritables problèmes, des problèmes concrets qu'ils soumettent à ces étudiants et qui soumettent bien sûr à ces hackathons pour pouvoir trouver des solutions. Alors ça sera le cas pour vous aussi? Exactement. Donc il y aura 16 équipes, 5 personnes par équipe. Donc comme je vous l'avais dit, on a vraiment essayé de travailler sur le côté technique. On a vraiment fait beaucoup de recherches pour trouver de bons formateurs, pour poser des ateliers de qualité, pour que les étudiants puissent vraiment finir la compétition avec de nouvelles compétences. Voilà. C'est très important. Exactement, mais il y aura également un aspect divertissement. Donc comme je vous l'avais dit, ce sera des équipes. Donc qui dit équipe dit team compétition. Compétition, team building. Voilà. Donc voilà, il y aura des ateliers qui seront en rapport direct avec le thème et la problématique. Et il y aura des ateliers qui seront beaucoup plus généraux, par exemple le leadership, l'intelligence émotionnelle. Il y aura des activités interactives pour booster la cohésion des équipes. Et voilà. Exactement. En tout cas, ça a l'air d'être très intéressant et très riche. Alors, il va y avoir même des journées bien chargées. Vous allez rester jusqu'à très tard. Et la dernière journée, bien sûr, ça sera une journée où il y aura tous les concurrents ouverts. Vous voulez que je vous parle un peu du déroulement? Oui, allez-y. Alors, donc, ça sera sur 4 jours. Le premier jour, on aura un panel sur les défis et les opportunités de la logistique. On aura également 2 talks qui seront en rapport direct avec la problématique, donc toujours dans la logistique, etc. Au niveau du deuxième jour, ils auront une série d'ateliers et de formations accélérées. Au bout de 22h ou 23h, le partenaire sera avec nous et il va lancer la problématique sur laquelle ils vont s'affronter. Après ça, ce sera sous forme d'hackathon, donc ils auront toute une nuit blanche pour trouver une solution à ça. La matinée du coup du 3e jour, ils auront une formation public speaking pour apprendre à parler en public, étant donné que la présentation se fera... le pitch deck se fera devant un jury de 4 personnes qui sont vraiment experts dans le domaine. Et voilà.
Voilà, c'est en tout cas bien expliqué. Vous êtes donc la personne idoine pour pouvoir gérer toute cette belle journée, ces belles journées avec cet hackathon dédié à la logistique. Bonne chance et bon courage. Un dernier mot? Oui, oui, allez-y. Donc, pour le côté des cadeaux, donc, on a vraiment travaillé sur ça aussi. Oui. Il y aura des cadeaux matériels et des formations. Donc, on a mis un budget de plus de 30 millions au niveau des cadeaux. Il y aura pour la première équipe des téléphones à gagner. Il y aura des formations, on a fait des partenariats avec des centres de formation et un accompagnement pour l'équipe gagnante, encore une fois. Avec une entreprise. Exactement. Ouais, c'est bien. Donc, s'ils arrivent vraiment à éblouir l'esprit des jurys, ils seront accompagnés et ça sera vraiment concrétisé. Voilà, comme je l'ai dit, c'est un emploi peut-être à la clé et bien sûr, c'est ce que tous les étudiants attendent, hein, je suppose. En tout cas, merci beaucoup. Je rappelle donc Mélissa Abdelaoui, vous êtes donc étudiante, 4e année École supérieure statistique et économie appliquée, mais en ce moment, vous êtes dans l'école donc Management. Voilà. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous. Et puis à très bientôt. C'était un plaisir. En tout cas, j'ai adoré partager ce moment avec vous. Je vous remercie encore une fois et on se retrouve très bientôt. Voilà, c'est très bien. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est le dernier dimanche du mois de mai. Et qu'est-ce qu'il y a quand il y a le dernier dimanche du mois de mai? La fête des mères. Et bien voilà, si vous avez un message à passer. Alors, j'aimerais dire à ma mère que je t'aime énormément. Tu comptes vraiment pour moi. Surtout au niveau de ce projet, elle m'a vraiment soutenue. Elle a vraiment été derrière moi. Du coup, voilà. Encore une fois, bonne fête à toutes les mamans. Et voilà. Voilà. Ania, bonne fête parce que vous êtes maman. Merci beaucoup. Merci. Bonne fête à toutes les mamans. Déjà, la prochaine semaine, ce sera les enfants. Donc, c'est très proche. C'est vrai. Et à tous les enfants. Je souhaite une bonne fête à ma sœur qui est une super maman. Et ma maman, Rabbi Rahma, qui était une pensée à elle, qui était une excellente maman. Et bien voilà, le message est dit. Merci beaucoup à vous. Et puis on dit bonne fête à toutes les mamans qui nous suivent régulièrement, qui nous regardent, à ma maman aussi qui nous suit. Bonne fête aussi. Et puis on regarde ce reportage, c'est des interviews qu'a fait pour nous Samia Bouharour à travers bien sûr cette fête des mamans. Regardez. La fête des mères, bonne fête à toutes les mamans d'abord. Et puis mes enfants, ils ont l'habitude de m'offrir vraiment des mots, des phrases. راني نجمع دوكا باش ندير لها مفاجأة. احنا هذاك الكادو راح نعطيه راح ندير لها نجيب لها بارفان ونكتب لها رسالة. Donc maman, je vous ai dit, c'est de rassembler de petits enfants autour de moi. Ça c'est mon bonheur. C'est tout. C'est être. J'ai pas besoin qu'on m'offre autre chose que ça. Leur présence, c'est extraordinaire. Vous ne pouvez pas le sentiment qu'on peut éprouver quand on a nos enfants autour de nous. C'est quelque chose. On ne les voit pas souvent, donc voilà. C'est ça le cadeau pour vous? Ah, c'est mon cadeau. Qu'ils viennent le fêter avec moi. Oui, شاري لها باكي ورد من هذا. ديما ربي يحفظك لينا ان شاء الله وان شاء الله ربي يطول لك في عمرك والعقبه ان شاء الله 100 سنه وان شاء الله ربي يخليها لها لينا ان شاء الله. ان شاء الله نجيب الباك فرحات لعمة ساهل. في عيد الام نورمالمون كل يوم باسكو كل يوم نفرحوا ديما انا وش كاين نورمالمون فرحه جيست بالهضره وكابابل تفرح. بون فيت مامو.
Un beau bouquet de fleurs et de roses à vous, les mamans qui nous regardez. En tout cas, une belle chanson que fredonnait avec grand sérieux notre amie Nabila Abada. Bonjour Nabila. Amis du jour, bonjour. Bonne fête à toutes les mamans. Bonne fête à vous aussi. Merci, une maman joyeuse, sympathique et plein de belles choses aussi. Il le faut. Avec le rose en plus. Il le faut. Bien cette journée. Exactement, enfin comme toutes les journées. Chantez-nous un petit peu. Yes, non, la voix, je la laisserai pour Selima. يا ست الحبايب يا حبيبة يا أغلى من روحي ودمي. Bravo, bravo Nabila. C'est excellent. Oui, mais je l'offre et je la dédie à ma maman. Voilà, qui nous regarde ce matin. Exactement, à toutes les mamans. Adorable qu'on connaît bien, c'était notre collègue aussi. Exactement. Donc on l'embrasse aussi. On n'oublie pas aussi de saluer Farida Boukhalfa, qui est la maman de notre script, qui lui souhaite aussi une très belle journée. Plein de bisous aussi pour toutes ces mamans qui nous regardent. Et Samira, bonjour. Bonjour Amel, bonjour à tous, bonjour Nabila. Bonjour, je me disais. Très belle voix. Oui, très belle voix. Très suave. Voilà. Joli cadeau à ta maman. Moi, je ne sais pas chanter, j'aurais voulu chanter une chanson à ma mère. Voilà, en tout cas, on lui souhaite une bonne santé à votre très bonne santé. Inch'Allah. Voilà, beaucoup de bonheur à toutes les mamans et une pensée à tous ceux qui ont perdu leur Oui, exactement. Exactement. Voilà. Eh bien, on va commencer avec la rubrique de Samira, bien sûr. J'allais dire Samira Bada. Oh, Samira Hadda. Il n'y a pas de souci, on te prend. Bien sûr, dans sa rubrique Écume et patrimoine. C'est tout de suite. C'était donc une belle chanson de Faiza Ahmed. Merci Nabila. Exactement. Voilà. Donnez les paroles. Alors, un grand monsieur nous a quittés cette semaine, on va dire. Le 25. Et donc, ça a été une triste nouvelle pour tous les Algériens et pour tous les amoureux du 7e art, tous ceux qui ont eu à le connaître, tous ceux qui ont eu à travailler avec lui. Mohamed Lakhdar Hamina, Allah yarhamou. Un peu plus que ça et beaucoup plus que ça. Alors, Mohamed Lakhdar Hamina, c'est d'abord un moudjahid et le fils d'un martyr. Son père a été torturé par l'armée coloniale, par les Français pendant la guerre. Et donc, il est mort. Et c'est ce qui a certainement amené Lakhdar Hamina à rejoindre l'Aïlen, à rejoindre la révolution pour l'indépendance du pays. Il l'a fait, mais il l'a fait d'une manière très intéressante et très très importante. Il est moudjahid, oui, mais il est moudjahid caméra. Son fusil, c'était sa caméra. Comme René Vauthier qui a documenté la guerre d'indépendance, les massacres, les tueries. Chanderly aussi. Exact, Chanderly avec qui Lakhdar Hamina a travaillé. Peut-être rappeler déjà qu'en 1961, ils avaient fait Yasmina. Donc Yasmina, c'est la petite. Elle est dans le montage photo que j'ai fait. Elle est cette petite avec cette qui incarne. Voilà, qui incarne. Son père est mort. La femme algérienne, la fille algérienne. Et c'est aussi, elle incarne le moment où les Français ont déporté, ont déplacé les Algériens vers des camps, vers d'autres destinations, dans le but de les exproprier. Toute l'histoire de Lakhdar Hamina, tournée cinéma, de ce qu'il est, de ce qu'il a fait, ce qui a fait sa notoriété. C'est l'histoire de l'Algérie, c'est l'histoire de nos parents, de nos grands-parents, c'est la douleur, la souffrance, la colonisation, les affres de la colonisation, l'expropriation des Algériens de leur terre, on leur a arraché, la torture bien sûr, les massacres, puisqu'il est passé, il a franchi la ligne Maurice, il a failli mourir, il a failli... donc tout ça, il l'a documenté. Il l'a fait aussi pour le service. Il avait cette intelligence de pouvoir le faire paraître, surtout à travers l'écran. C'est un patriote. Avant d'être un cinéaste, un artiste, c'est d'abord un patriote. Et quand il dit, il est arrivé dans le cinéma par hasard. C'est-à-dire qu'il n'est pas... Je ne crois pas qu'il soit arrivé au cinéma par hasard. Il le dit, en tout cas. Dans ses témoignages, il dit c'était un hasard. Parce c'était un homme de la terre. Il dit, j'ai fait des études.
oui, agronomique. L'agronome. Il a fait deux écoles. Il aurait dû être flah. Et les flahs, il les montre dans les films. Beaucoup. Il montre les conditions de vie. Nous avions vu hier les films de près. C'est la vent des Aurès, par exemple. Exactement. Hier, on voyait des agriculteurs dans les champs. Larda Hamina, il l'a dit, il y a plusieurs interviews. C'est quelqu'un qui aimait se regarder. C'est quelqu'un qui parlait. D'abord, il est beau. Et c'est vrai qu'il était. Et il aimait parler. Il aimait parler. Il aimait s'écouter. Il se présentait comme un conteur, il parlait beaucoup de lyrisme, il conte et il se raconte. Et il montre exactement, c'est ça. Et lui, quand il était jeune, il rêvait de devenir acteur avant de devenir cinéaste. C'est vrai. Donc, il disait les acteurs étaient beaux, bien habillés. Donc il l'a dit, on a vu la même interview, il disait je passais des après-midi à me coiffer en face du miroir. Donc c'est une image aussi qu'il a montré il a joué dans ses films, dans Chronique des années de Brest. Le film qui a, on va dire... Et la Palme d'Or. Oui, la Palme d'Or, mais pas que. C'est le premier film algérien, arabe, africain à recevoir un prix. Et quel prix et à quelle période? En 1975, il a fallu une escorte. Le ministre de l'Intérieur français de l'époque a dû envoyer une escorte à l'Akhdar Hamina. Il a dû le protéger. Pourquoi? Parce que l'OAS était encore là, les nostalgiques de la France, de l'Algérie française étaient encore menacés. Il a été menacé, il avait sur le dos toute la critique, pratiquement toute la critique française. Un Algérien, donc un ancien colonisé qui obtenait la Palme d'Or, c'est pas quelque chose de facile. Et qu'est-ce qu'il a montré Yasmina Khadra? Qu'est-ce qu'il a montré Lakhdar Hamina? Mohamed Lakhdar Hamina, c'est la réalité. Ces films qui sont des fictions sont de la pure réalité. C'est des histoires vraies. C'est tout ce qui s'est passé c'est tout ce qui a amené les Algériens à arracher, parce qu'on a arraché, il a fallu se battre, l'indépendance de l'Algérie. C'est les prémices du 1er novembre, c'est les premières lueurs du 1er novembre 1954. C'est les massacres du 8 mai 45 qu'on voit pas mais qu'on pressent. C'est toute la misère imposée par les Français aux Algériens. Tous ces films ont parlé de l'Algérie et de l'Algérie profonde et de la souffrance. La souffrance du peuple algérien. Voilà, c'est ce qui a été montré à Cannes. Il a eu la Palme d'Or en 1975. Il aurait dû l'avoir, et c'est lui qui le dit, il a eu le prix de la première œuvre pour le vent des Aurès. Et voilà. Vraiment, l'ironie du sort a voulu qu'il meure le jour où allait être projeté son film. 50 ans de festival. De festival, tout à Cannes. fait. Voilà. Le Festival de Cannes a été lancé en 1946. Ce n'était pas exactement ce qu'il a été à partir des années 50, mais on va dire que c'est une ouverture. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, ce genre de film passerait au Festival de Cannes. Il y a énormément de censure. À l'époque, c'est une révolution. Voilà, donc les images sont passées. Ça aurait dû continuer. Voilà. Et cette année, dans Cannes Classique, il y aurait dû avoir la projection avec bien sûr les invités et surtout ses fils qui allaient faire aussi un hommage pour parler donc de leur papa. J'ai mis le message de Melik en fin du montage vidéo. Il a remercié d'abord son père pour son amour de la patrie, du cinéma. Mohamed Lakhdar Hamina a emmené ses fils. Donc Chronique de Brest, tout à fait, ils ont il y a joué. Tariq, j'ai mis l'image, il a joué avec son fils. Lui joue Miloud le fou. Son fils est avec lui, on le voit même blessé à un certain moment. Voilà, il a toujours associé. Et quand il a reçu le prix en 1975, sa famille était avec lui. Ses enfants ont assisté aux menaces qu'il a reçues, même à la Mais joie. on ne dirait pas, quand on le voyait sourire durant les photos, on ne percevait pas toute cette tension, cette angoisse. On va voir déjà un résumé sur tout le parcours de Mohamed Lakhdar Hamina, avec un reportage fait par notre ami Raouf Hamouche. On se retrouve juste après. Mai 1975, Festival de Cannes. Sur les marches du palais, des silhouettes en djellaba et en tenue traditionnelle algérienne avancent, fièrement, presque hors du temps. Ce jour-là, le cinéma mondial s'apprête à vivre un moment d'histoire. Le film s'intitule Chronique des années de Brest. Son réalisateur, Mohamed Lakhdar Hamina. L'Algérie entre alors au panthéon du 7e art. Cannes 1975. Chronique des années de Brest, réalisée par M. Lakhdar Hamina. La Palme d'Or lui est décernée, une première historique pour un film arabe et africain.
Ce long métrage est un hommage vibrant à la résistance populaire, à la guerre de libération, à la mémoire collective de tout un peuple. Tout à fait mérité, parce que c'est le monde entier qui a reconnu son talent à travers la Chronique des années de Brest. Chronique des années de Brest, c'est vraiment flamboyant. C'est un hommage à l'Algérie, c'est un hommage à son histoire. Et c'est un film très courageux aussi, parce qu'il a imposé son style, il a imposé également la grandeur de l'Algérie. Il est lié à cette grandeur, et je pense que là, on a perdu quelqu'un de très important. On l'a perdu, mais il reste dans l'histoire. La preuve, cet hommage national et international fait que l'Akhdar Hamina, peut-être l'homme est mort, mais l'artiste n'est pas mort. L'Akhdar Hamina, cinéaste visionnaire, fut aussi un symbole de la lutte et de la résistance algérienne. Un moudjahed ayant contribué à la libération de son pays. À travers ses images, il a raconté l'Algérie comme peu l'avait fait avant lui, avec force, poésie et vérité. Des scènes qui ont fait connaître au monde entier l'héroïsme de la glorieuse révolution algérienne. Né le 26 février 1934 à Msila, issu d'une famille modeste des Hauts-Plateaux, Mohamed l'Akhdar Hamina a connu très tôt la douleur de la colonisation pendant la guerre. Son père avait été enlevé, torturé et tué par le colonisateur français. Très vite, il choisit l'image comme son arme et rejoint à Tunis les rangs de la révolution algérienne. À travers le film Chronique des années de Brest, Hamina offre au public un véritable chef-d'œuvre. Pendant 2h20, il fait revivre au public une Algérie oubliée qu'on redécouvre, celle des révoltes paysannes, des humiliations, des rêves brisés, mais aussi de la renaissance. En 50 ans de carrière, il réalise un documentaire et 7 films. 50 ans après sa consécration, Chronique des années de Brest fait un grand retour à Cannes, restauré, réhabilité, présenté à une nouvelle génération pour résonner encore plus fort. Mohamed l'Akhdar Hamina n'a pas fait le voyage, mais son œuvre, elle, parle encore fort. Pour tous les cinéastes algériens et même certains étrangers, il reste une référence. C'est une référence de qualité, c'est une référence également de rigueur, de grandeur, de splendeur. Et c'était, je voudrais dire que c'était mon ami aussi. Notre amitié était très solide, il me cherchait tout le temps et j'avais grand plaisir à travailler avec lui, à bavarder avec lui, à rester avec lui, parce que c'était un homme qui vous irradiait, c'était un homme qui avait un charisme extraordinaire. Il aimait les gens, il aimait le peuple, il aimait le Sud, il aimait... Et donc un reportage avec beaucoup d'émotions qu'on a pu voir et suivre cette montée des marches aussi de nos artistes et surtout de Mohamed l'Akhdar Hamina, très fier de pouvoir amener son film au festival, un si prestigieux festival aussi. Alors un prestigieux festival, le prix il l'a offert à l'Algérie, il l'a offert donc au président de l'époque, Houari Boumediene, il ne voulait pas le garder pour lui, il voulait le partager avec l'Algérie et c'est ce qu'il il se définissait comme un patriote qu'il était. Donc, très modeste. Voilà, très modeste, mais aussi un artiste, c'est un grand artiste, c'est quelqu'un qui a soutenu ses enfants, qui a soutenu les jeunes récemment, enfin les dernières années quand il pouvait encore, soutenir les jeunes qui démarraient, que ce soit dans la musique ou au cinéma ou court-métrage. Il aimait ça, bien sûr. C'est la future génération et ça se construit à partir de l'expérience des anciens. Lui a apporté beaucoup. Il a travaillé avec les meilleurs. Il a travaillé avec les meilleurs. On a vu Kulthum. Kulthum, pour moi, c'est une actrice, comment on va dire, elle n'a pas besoin de parler pour tout dire. Elle est magnifique. Elle est magnifique, elle crève l'écran. Avec Boualem Titiche, on a vu, ils jouaient leur vrai rôle, c'est artiste dans le... Avec Bachtarzi, avec enfin toute cette équipe, Mustafa Kateb, avec Himoud. Oui, Brahimi, bien sûr. Il a joué, il a coécrit un scénario avec Yamina Bachir Chouir. Il a travaillé avec son mari aussi. En fait, il a travaillé avec... Voilà, c'était les débuts aussi donc, de notre cinéma algérien et qui a valorisé aussi tous ces métiers d'art qui sont extraordinaires et qui, grâce à eux, aujourd'hui, ont donné d'exemples à d'autres cinéastes algériens. Voilà. Que ce soit toute l'équipe technique, il citait tout le monde. Le monteur, la script, enfin tout. C'est important. Technique, très important. Bien sûr, rien ne peut se faire. Alors, vous avez choisi aussi un autre extrait à nous faire découvrir. Chronique des années de Brest. Juste, je voulais rappeler que Chronique des années de Brest est probablement le premier grand film algérien. Voilà. On y va. Post-indépendance. C'est cela. On y va
Donc, on va voir dans un moment. Oui. Sinon, vous avez choisi aussi de parler donc, de ces fils qui ont aussi accompagné leur papa et vice-versa, hein, parce qu'il les a aussi toujours amenés à travailler dans le cinéma. Oui, je pense que c'est des mordus, c'est tous des mordus de cinéma. Et il a accompagné Tariq quand il a fait Octobre. C'est aussi des événements liés à l'histoire de l'Algérie. C'est plus récent, mais c'est la société algérienne. Il filme de l'intérieur. Et c'est nous, on peut se retrouver, on se retrouve dans le cinéma des Lakhdar Hamina. Ouais. Et c'est une chance. Et le ministère de la Culture avait prévu aussi de lui rendre hommage à l'Opéra d'Alger ce jeudi, donc ça va être toujours d'actualité, bien sûr, en présence de sa famille probablement et toute cette famille donc, de cinéma. Le président a présenté ses condoléances, son cabinet, sa direction de communication s'est déplacée pour l'enterrement. Enfin, c'est un grand monsieur. C'est un grand monsieur. Et c'est quelqu'un qui a apporté beaucoup de choses à l'Algérie. Il a fait rayonner l'Algérie au meilleur moment, j'ai envie de dire, juste après l'indépendance. Et puis, c'était les belles années aussi du cinéma algérien. Il n'y a pas que lui, mais lui l'a fait. C'est la Palme d'Or, c'est pas rien. Tous les cinéastes du monde rêvent d'avoir cette palme. C'est comme les Oscars. Et lui l'a fait. Et avec quoi? C'est surtout le contenu, c'est surtout son film qui est très important. Et beaucoup d'artistes. C'est plus important, j'ai envie de dire, que le prix, puisque c'est une partie très. C'est l'histoire de. C'est pas une fiction, c'est des faits réels. C'est une véritable histoire de notre pays, de notre France, bien sûr, de notre pays, durant la colonisation. Et puis, surtout, beaucoup d'artistes se sont identifiés à lui, comme par exemple le jeune comédien qui aujourd'hui est comédien, Fianso, qui est chanteur avant tout, qui est aussi comédien, qui a de beaux rôles aussi dans le cinéma en ce moment. Et lui a voulu absolument marquer la présence de Lakhdar Hamina pour ce festival. Hein. D'ailleurs, il a beaucoup fait, on l'a vu dans plusieurs interviews, et pour parler un petit peu donc, de sa présence lors de ces 50 ans donc, de festival, avec la projection de ce film. Alors, Chronique de Brest, je suppose que c'est le Roi. Hein. Moi, je reconnais la porte. Oui. Voilà, il l'a tourné entre Sol Roslan, le Roi et. Voilà. Donc, c'est les villageois. C'est ça. Le changement, c'est l'oppression plutôt, j'ai envie de dire. C'est beaucoup donc de travail, les décors, les costumes, l'histoire et la mobilisation de tout ce beau monde pour un film. Beau monde, exactement. Voilà. Ils étaient beaux, hein, bien habillés. Tout à fait, ils étaient beaux. Ouais. Et même lors de cette cérémonie, avec des tenues traditionnelles, déjà à l'époque. Très bien. Voilà. Bah oui, c'est notre identité. Merci Amel. Merci Samira. Nos sincères condoléances à sa famille, à tous ses proches. Voilà. Irremplaçable. Exactement. On n'oubliera jamais. Hein. Tout à fait. Eh bien, on va passer à la rubrique de Nabila. Vous avez été bien silencieuse, mais vous avez beaucoup aussi à dire probablement sur cette personnalité donc, du cinéma algérien. Exactement. Moi, je suis toute ouïe. Hein. Moi, je bois les paroles de Samira à chaque fois. Oui, franchement, moi j'adore l'écouter. Et oui, Lakhdar Hamina, exactement. Accompagné. Exactement. C'est un emblème pour nous, c'est une fierté. Et oui, par rapport au Festival de Cannes, quand on a commencé à connaître un peu le monde du cinéma, Lakhdar Hamina venait toujours en haut pour... Et votre famille le connaissait? Exactement. Je viens de recevoir un message de maman que j'embrasse. Alors elle me dit oui. Alors Lakhdar Hamina t'a offert un ensemble. Il était apparemment en mission avec papa. Allah yarhamhum fi zouj. Ils étaient en Angleterre et il m'avait... moi j'étais jeune. Hein. Oui. Donc un beau chemisier. Alors un ensemble avec un beau chemisier en rayures, bleu ciel et blanc, et un beau nœud bleu. Et la jupe bleu ciel, pas vrai maman? Voilà. Je veux le voir. Un beau témoignage de votre maman. Exactement. Voilà, il était très généreux. Ouais. Et ils étaient en mission, donc les frais de mission n'étaient pas très avantageux. Mais avec ça, il a tenu à m'offrir cette tenue. Voilà. Donc, c'est un beau souvenir. Exactement. Eh bien, tout de suite, on va parler tourisme et surtout les périples de Nabila, tout de suite avec, bien sûr, le jingle. On y va.
Nabila, comme disait Samira, Nabila chante bien. Alors Nabila, aujourd'hui vous allez continuer à nous faire découvrir Oued-Zhour. Exactement. Et cette fois-ci, le côté culinaire. Exactement. Bon, et les spécialités. Donc, voilà, la spécialité, pas tout à fait côté culinaire, on va laisser aussi pour une autre fois. D'accord. Mais oui, alors Oued-Zhour, oui, exactement. Donc Oued-Zhour, donc c'est une localité, je répète à chaque fois, parce que je sais qu'à chaque fois on me dit, mais c'est où? Donc c'est à Gigel, et plus précisément pour ceux qui sont de l'Est, ils connaissent l'Est, c'est Milia. On arrive à Milia, après on monte. Constantine. Voilà, c'est après Constantine. Voilà, exactement. D'ailleurs, c'était la wilaya de Constantine jadis. Oui. Et donc voilà, Milia, après on arrive à Oued-Zhour, Bnifrgan et tout, mais bon. Ceux qui nous ont suivis la semaine dernière, on a vu ce beau Oued. Exactement. Et pourquoi il s'appelait bien, ouais. Voilà, c'est un fleuve qui tombe carrément, qui se déverse. Oui, exactement. Je suis là, pas très loin, c'est tout près. Et c'est un fleuve qui se déverse dans la mer. Et on a su pourquoi aussi ça s'appelle Oued-Zhour, parce que pendant le printemps, voilà. Et peut-être aussi il y a une légende parlant d'une princesse qui s'appelait Zhour, qui s'est noyée, donc là-bas, le fleuve. Et pour l'anecdote, Oued-Zhour, donc quand on se baignait, je dis on parce que c'est le village de papa, à chaque fois je répète, on passait nos étés là-bas, on se baignait la mer, et pour se rincer, on n'avait qu'à continuer et se rincer au niveau du fleuve. Voilà. Et c'était fait, on était propre. Voilà. Alors on va voir la première vidéo. Exactement. On y va, vous allez nous inviter à Là, on va à la plage de Khraïf, toujours avec Ammar. Voilà. Donc Rani, je plonge. Ben oui. Et donc, c'est magnifique. Oui, c'est une crique. Et il y en a tellement, je ne sais pas si on nous écoute encore, il y en a tellement des criques tout au long, tout au long de la baie. Elle crolle bien, Nabila. Oui. الله يبارك والله عوام راكي عوامه عوام الله يبارك حبيبتي عوامه جيبوا غدانا صيف ندي عمري للبحار ما عندها زهار حبيبتي عوامه Magnifique. Ouais, magnifique. Ça donne envie. Toujours avec Ammar, le président de l'association des pêcheurs de Oued-Zhour. Et Houa, Oulid al-Bahar, il disait Ouama. Je tiens à préciser. Bien. Exactement, que je mérite. Donc voilà, avec toute l'équipe, je tiens aussi à préciser, c'était technique, ils étaient sur un autre bateau pour filmer tout ça. Donc je les embrasse, l'équipe des périples de Nabila. Et donc on arrive à cette crique merveilleuse, eau turquoise, et on trouve les pêcheurs qui viennent de pêcher quelques sardines. D'accord. Et c'est ce qui justifiera la deuxième vidéo. Voilà, la deuxième vidéo. Donc, on va trouver bien sûr des oméga 3. Exactement. La sardine bien brillante. Ça fait plaisir à notre amie Ania. Oui, c'est ça. De parler d'oméga 3 ce matin. Et c'était vraiment tôt, tout le matin. On n'a pas attendu midi. Oui. Et en coulisses, on se parlait. Voilà, ça c'est la deuxième vidéo. Ça c'est la deuxième vidéo. Donc après la baignade. Voilà, avec l'équipe, Aziz El-Ghrour, Oussama Amiour et Nour Chérifi. Donc, on se dirige vers le petit resto. Donc, la plage est accessible que par bateau. D'accord. Et donc, bon, avec Riyad. ريستو صغير هكذا يشبه ريستورون صغير يجوا لهنا العائلات باسكو هنا يجوا غير بالباطو غير كاين هنا عندنا يجيو بيس هنا يحطوا بارك كما هنا دخل هنا ساعات من على بلي باطو ولا يقدروا من Oued-Zhour بلاصه معزوله ايزولي تاع عائلات مليحه دوك نجوا هكذا ناكلوا دي بتيت بيتزا غير بور كاسي لا كروت ولا واش كاين هنا اني مخبي ما على باليش واش كاين هنا شوف تفضل حل تشوف يوه ما باليش بري لازم يشوف عمار هذا من الضياف الساعه لازم يشوف في هذه ما كاش منها لازم يشوف عزيز يشوف بصح ما ياكلش نور هو ياكل الله يبارك يجي ياكل نور عبد الباسط تاكل حوت انا ناكل سردين سردين هذه وشنو واسمها سردين لاتشا لاتشا
اليوم تاع اليوم تاع اليوم هي باينه جديده. الله يبارك الاخريه هذه اللي كنا مقبلا. هذه هذه هي بدات خصنا نشوفها اسكو جديده ولا لا. لازم بس انا تاك نشوف الا جديده. ما تعرفش. استنى انا ثاني كنتعلم نشوف الا جديده ولا. الله يبارك مو جديده راك تقول. اسمع مي على بالك جو با ترو مونجي باسكو هذه سي الظهر العشره باسكو حنا اوني اتوندو. انا جو في بيان مونجي دوك ونزيدو بعد. اوني اتوندو على بلاج دو الله يبارك باش نفطروا سور فاشي صابر اون اتوندون. Il y en a qui passent des vacances. C'est ça. Ah bon, voilà. Non, mais c'est vrai que voilà, on avait eu la chance de trouver les pêcheurs de l'Acha. Ouais. Donc on nous a donné quelques sardines. Vous avez fait une halte. On a fait une halte chez Riyad. Voilà, il habite sur place et il reçoit les denrées par bateau. Il habite sur place. Il habite donc sur il place. est tout le temps. Il habite surtout pendant la période estivale pour recevoir les estivants, les pêcheurs aussi. Donc ils viennent chez lui, casser la croûte. Son bateau, sa petite barque. Mais on était là-bas, on lui a ramené tout ce qu'il fallait comme eau, denrées, les légumes et les provisions, voilà. Et on avait eu la chance de déguster à 10 h du matin la bonne sardine. Le brunch. Le brunch. Le brunch, exactement. Et c'est à la plage d'Akhlif et ça se passe comme ça à Ouadzour. Elle était bonne la sardine? Elle était délicieuse. Fraîchement pêchée à la kumchuto. C'était celle qui était pêchée. Mais alors, si on veut aller là-bas, comment on fait? Alors, pour aller là-bas, Milia, on arrive à Milia. Et après, c'est les plaques, tout est signalé. Par bateau, tu as dit, on ne peut pas y aller. Ah, tu parles de la plage? Oui, bien sûr, tu vas. Je te tutoie, c'est au port de Ouadzour. Il y a des bateaux qui font la navette. Voilà, pas officiellement, c'est des petits pêcheurs, c'est des gens de la région. Exactement. Ils te déposent la journée, la nuit, si tu veux passer la nuit avec bivouaquer, il n'y a pas de souci. Et on revient te chercher. Et de toute façon, la baie, elle est extraordinaire. Oui, tu seras vraiment un Robinson Crusoe à toi toute seule. Ah oui, ça c'est sûr. Vraiment. Toute seule. Oui, toute seule, exactement. Et la mer est toujours calme, parce que c'est comme une crique, elle est protégée par ces fameux rochers. Exactement. Les criques, oui. Les criques avec l'eau turquoise. Mais pour l'anecdote, quand on était à Ouadzour pour filmer et faire cette sortie en mer avec Ammar, on a attendu quand même 3 jours que la mer se calme pour pouvoir sortir, parce que Ouadzour, on a vu, c'est assez dégagé. Mais les criques Hadouk, non. C'est agréable. Protégées. Et voilà. Donc la prochaine fois, je vais aussi. C'est des séries de Ouadzour à chaque fois pour vous faire découvrir cet endroit, parce que j'ai constaté que beaucoup de personnes ne connaissaient pas. Forcément, c'est vrai. Le on connaît le Qul, Skida, Jijel avec les plages par rapport à la ville. Skikda aussi, les belles plages de Skikda. Exactement. Jijel aussi avec ses nombreuses plages aussi vierges. C'est magnifique. C'est vraiment à la limite entre Skikda ou Jijel. Et c'est un endroit magnifique. Et pour moi, c'est un paradis. J'espère que ça restera comme ça, ou il faudrait encore une fois faire de la promotion et après on aura beaucoup trop de monde. Oui, justement, eux, ils sont avides, ils sont assoiffés de tourisme. Quand j'étais là-bas, il faut que ça reste on était limité, on va dire. On était logés vraiment, moi j'étais logée au bord du fleuve, donc à côté de la mer, et je sortais à 6 h du matin, je faisais ma petite baignade, et on me disait oui, mais ça serait bien d'avoir plus de touristes. Je leur disais, écoutez, franchement, donc ils ne comprenaient pas. Quand je leur disais, pourquoi il faut que ça soit limité, mais pour eux, ils avaient... un tourisme contrôlé quand même. Oui, c'est ça.
C'est ça. Il faut que ça soit un tourisme contrôlé, respectueux de l'environnement, très important parce que c'est une plage, c'est une très très grande plage et de très très belles baies. Et c'est facile, là-bas, on vous dépose et vous pouvez facilement laisser l'endroit sale. Et repartir. Donc il n'y a pas de surveillance, donc c'est très facile. Donc c'est pour ça, oui, comme toi et moi et Samira, on comprend et on n'est pas vraiment, on n'encourage pas le tourisme de masse, mais il ne faut pas faire l'erreur du tourisme de masse des pays voisins et qui ont malheureusement peut-être regretté, parce que quand on voit vraiment ce tourisme, ce qu'a apporté, c'est vrai qu'il y a plus de charme quand vous voyez que les habitants sont mécontents de voir ces touristes venir envahir leur ville. Exactement. Et c'est vrai qu'acheter tout le parc immobilier aussi. C'est ça. Ce qui est à Oued Zouar et toute la localité de Beni Fergan et tout, c'est qu'il y a des parcelles de terrain où la famille Beda a sa parcelle de terrain et quelqu'un, Ben Jablah, ne peut pas venir construire ici. Donc ça a été, protégé. Oui, c'est bien. Donc c'est un système de, je ne sais pas comment on appelle ça, de charat mais jusqu'à aujourd'hui, même les arrière-petits-enfants, si je suis une abada, moi c'est un peu plus haut, donc je peux construire mes enfants, mes arrière-petits-enfants, mais je ne peux pas aller faire ou investir ou construire Ouled Jablah qui est à Oued Zouar, à proximité de la plage. Il y a l'attachement à la terre, les familles ne vendent pas la terre, non. Pas d'étrangers. Non, c'est ça. Il n'y a personne qui pourrait vendre sa terre. Non, complexes. Non. Vous êtes sûre? Certaines. Non, ça, je sais qu'à Ghardaya, c'est aussi comme ça. Mais d'autres localités, non. Comment on appelle en arabe, le hibous, comment on appelle ça? Habous. Voilà, c'est le habous. Donc, on n'a pas, donc c'est nos arrière-grands-parents. Alors, ça n'a pas réjoui beaucoup de personnes, mais moi, franchement, ça m'a réjoui. C'est autre chose. Habous, ça appartient au ministère des Affaires religieuses et eux peuvent en faire une exploitation s'ils décident de construire. Oui, mais ça a été déjà, je vais vous dire, alors on va parler franchement, il y a eu des personnes d'une nationalité orientale qui sont venues dans la région et ils ont voulu investir, mais ils n'ont pas pu. Vous savez, ce qui est protection. Il y a une force et ce qui a une base aussi, c'est le Dcharat. Vous savez. Vous pouvez faire ce que vous voulez peut-être dans les villes, mais aller dans des endroits comme ça, un peu reclus, où il y a encore le Tejmat, c'est assez fort. Un peu partout en Algérie, voilà, Kabylie c'est pareil, exactement. c'est pareil. Donc ça a été vraiment, on a eu peur par rapport à cet investissement. C'est vrai que ça allait être quelque chose de grandiose et de très beau, mais si c'est bien fait, pourquoi pas, pour encourager un tourisme équilibré, équitable. Mais on a voté pour. Très bien. On a voté contre. Voilà. En tout cas, merci beaucoup Nabila pour cette belle visite. Excuse-moi, je tiens juste à embrasser Selima la dernière fois. Elle m'avait dit tu avais embrassé tout le monde, donc j'embrasse Selima, ma sœur, qui je sais nous regarde. Et surtout Gilles et Caléo, sans oublier Mio. Je sais qu'ils sont en face de la télé, alors je vous embrasse très très fort. Et un bisou Canal Algérie. Et ben voilà. Merci bisous, Nabila. Merci beaucoup Nabila, merci Samira. Et puis on se retrouve. Belle journée. On se retrouve demain, Inch'Allah, pour parler encore une fois écume et patrimoine avec vous, Samira, et puis avec nos autres rubriques. On embrasse toutes les mamans, on leur dit bonne fête à vous, Inch'Allah Saha, et puis j'embrasse aussi encore une fois ma maman qui nous regarde également, et puis je vous dis à très très bientôt, donc demain, bonne journée à vous tous, merci à toute l'équipe de la Régie 7, au revoir, bonne journée.